Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo d'analyse. Cette vidéo est en deux parties. Il y aura une deuxième partie en description en bas de la vidéo. Vous nous cliquez dessus pour la retrouver. Et il y aura aussi, figurez-vous, le lien vers la partition à télécharger. Voilà, donc cliquez dessus pour avoir toute la partition en entier, pour bien suivre en direct avec ce que je vous explique dans les vidéos. Alors, on est avec Alexis qui est là. Coucou. Salut à tous. Voilà. Et voilà, ce que je rajouterais, donc petit geste barrière avec le masque. Voilà, sur la partition à télécharger, il y aura les accords dessus qui vont être écrits. Comme ça, il y aura plus de, ce sera plus facile pour suivre l'analyse. Ce sera des partitions classiques avec les accords. Voilà. Ouais, il remet son masque. Du coup, voilà, il y aura les accords dessus. Accords chiffrés un peu, accords pop ou jazz, enfin A, B, C, D, etc. Comme vous le savez peut-être, nous sommes aujourd'hui, en tout cas hier et avant-hier, c'était les 250 ans de la mort de Beethoven, enfin de la naissance de Beethoven, pardon. Donc il aurait 250 ans aujourd'hui s'il n'était pas... Le 16 décembre. En fait, alors pour être précis, il est né, on ne sait pas s'il est né le 15 ou le 16 décembre. Donc aujourd'hui on est le 16, donc c'est peut-être aujourd'hui qu'il est né il y a 250 ans. Et on ne sait pas parce que le 16, c'est le jour où il a été baptisé. Et à l'époque, on baptisait soit le jour même, soit le lendemain. Comme il y avait une mortalité très, très fréquente des nourrissons, on baptisait vite pour qu'ils soient baptisés au moins avant de mourir. Donc ils aillent au paradis éventuellement. C'est devenir des petits anges. C'est ça. C'est parce que Beethoven, il avait par exemple un frère qui est mort juste avant lui. Là, c'est très courant, on perdait beaucoup d'enfants. Le pourcentage était énorme de perte de bébés. Donc, on ne sait pas si c'est né le 15 ou le 16 décembre 1770. Pardon. Il avait donc 29 ans quand la Révolution française est arrivée. Il était contemporain de Mozart un petit peu, hein, donc ils se sont rencontrés une fois. Beethoven avait 17 ou 18 ans et il est venu voir Mozart à Vienne parce que c'était une star Mozart à l'époque, hein, vers la fin de sa vie, à 35 ans. C'est vachement logique. Et donc par là, il allait le voir et puis une rencontre et puis Mozart a fini par dire à ses amis suivez bien celui-là, il ira loin. Il avait quand même repéré le truc. Alors, donc cette œuvre, donc on va faire l'Eltra Élise, qui est une œuvre la plus connue peut-être, ce qui est assez malheureux quand même, parce que quand on sait que c'est une œuvre très mineure dans son répertoire, qu'il a écrite comme ça sûrement sur un coin de table en 3 minutes. Et d'ailleurs, elle a été découverte que 40 ans après sa mort, en 1867. Et elle était très abîmée. Et il y a une anecdote très marrante à raconter là-dessus, c'est que on dit tous que alors Für Elise en allemand, hein, Pour Elise. En fait, en réalité, elle s'appelle officiellement une bagatelle. Voilà, une bagatelle, c'est une petite œuvre, etc. Et elle s'appelle Für Elise parce qu'on a lu sur le papier, c'était écrit. Croyait-on Für Elise. En fait, en réalité, on voyait que le S et le E du nom. Et l'éditeur a cru que c'était Élise. Et en fait, non, on croit surtout que c'était Thérèse. Donc en réalité, ce serait la lettre à Thérèse. Voilà, en réalité. Car Beethoven avait deux femmes qui s'appelaient Thérèse. Pas deux femmes, mais deux femmes qui convoitaient, qui s'appelaient Thérèse. Dont une qui avait 20 ans de moins que lui, un truc comme ça. Et lui voulait se marier avec elle. Il avait 40 ans, elle en avait 18. Voilà. Et elle a refusé. Et le pire, c'est qu'elle s'est mise avec un mec qui avait juste un an de moins que Beethoven. Donc c'était même pas l'âge en fait. Donc c'est double loose. Mais voilà. Donc c'était pour Thérèse. Alors il y avait deux Thérèse de Brunswick et cette Thérèse-là, j'ai oublié le nom. Vous trouverez ça sur Wikipédia. Et donc voilà, donc en réalité c'est pour Thérèse, c'est lettre à Thérèse en réalité. Voilà, alors cette œuvre, donc, elle est classifiée en WOO 59, ce qui veut dire en allemand, c'est l'abréviation WOO, c'est l'abréviation de œuvres sans hors catalogue. Donc elle n'est pas classifiée officiellement dans les œuvres du catalogue de Beethoven qui sont généralement classifiées en opus. Voilà, opus 1, opus 2, opus 3. Là c'est WOO 59. Voilà. Et opus qui veut dire œuvre en latin. Œuvre, okay. En latin. Et j'ai vu des gens comme sur YouTube qui disent opus. Je crois que c'est Florent Garcia qui dit opus et je crois qu'il y a aussi comment c'est Paul vous raconte, vous savez, il dit opus, c'est très bizarre, c'est opus. Okay. Mais c'est les mecs qui lisent pour la première fois opus sur Wikipédia et qui croient qu'on dise opus. Voilà, ils sont pas tous latinistes parce que voilà. nous avons fait du latin jusqu'au bac tous les trois. Oui. Voilà, Hugo il a continué après. J'ai fait une petite licence mais c'est ça. Moi je suis plutôt latin lover. Ok. Alors donc c'est chacun son truc. Alors c'est plus utile quoi. Donc du coup on y retourne. Alors sachez que
On va donc commencer l'analyse. Alors l'analyse va se passer de la manière suivante. On va donc c'est vraiment dédié à une femme, hein, comme très souvent les œuvres de Beethoven. Il était très amoureux, éperdu, mais il n'a jamais vraiment eu une femme sur la durée. C'est un des grands drames de sa vie. Il avait donc 40 ans quand il a écrit cette œuvre, et donc il était déjà sourd depuis un moment parce que Beethoven a commencé à avoir les symptômes de la surdité à 26 ans, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas du tout la fin de sa vie. Il a commencé très tôt à avoir des symptômes de surdité et ça s'est aggravé avec le temps. Et à 40 ans, on peut considérer qu'il est déjà complètement sourd. Et donc il avait plein d'artifices pour écouter son piano. Il avait mis des trucs sur une tige en métal qu'il accrochait à sa mâchoire pour entendre les vibrations, etc. Enfin, c'était un truc de fou. Il s'asseyait par terre avec son piano, il avait coupé les pieds pour sentir les vibrations au sol, etc. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Enfin, c'est un génie parce que bon, il a tout fait sans rien entendre quasiment. Alors, lettre à Élise. Alors après, il a tout fait sans rien entendre. C'est-à-dire que les plus grosses œuvres qu'il a composées, ça a été donc après ses 30 ans et quand il n'entendait plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce C'est que que il s'est quand même formé en étant entendant. tout à fait, c'est ça. C'est qu'à ses 26 ans, il Ouais. entendait parfaitement. Voilà, Il c'est a ça. commencé à entendre mal à partir de 26 ans et c'était un drame. En fait, on sait maintenant que c'était certainement une maladie génétique parce qu'il avait plein d'autres problèmes, des douleurs oculaires, des douleurs digestives et certainement qu'il avait la maladie de Pinget. C'est une maladie génétique qui fait grossir les os avec le temps. Ah oui, donc les os du Exactement. cerveau. Donc les os de l'oreille interne, etc. les os de l'oreille interne. On grossissait aussi, bougeait, etc. Et c'était terrible parce que du coup, comme on voit sur les partitures de Beethoven, il est très changeant physiquement. Il y a des tableaux, on le reconnaît pas forcément parce que c'est une maladie qui faisait aussi bouger un peu les os du visage. Donc ça explique peut-être pourquoi il n'avait pas trop de succès avec les femmes. Qui sait. Ouais, et qu'il a fait beaucoup de musique, du coup, peut-être aussi. Voilà, Pour peut-être qu'on le compenser. remarque, pour compenser. Hein. Bah oui, il y a une sublimation de la libido dans la libido dans la musique. J'aime bien faire des phrases comme ça, c'est beau. Bah ouais, en plus d'être très vrai. Ouais, c'est ça. Donc, on commence l'analyse, mais avant ça, je vais vous la jouer. Voilà. Alors c'était à peu près, parce que voilà, comme je l'ai appris par cœur, j'ai joué quasiment en entier par cœur. Et donc à un moment donné, Alexis a tourné, il a dit merde, et s'est planté dans le tournage. Et du coup, ça m'a déconcentré. Et j'ai dû faire 3 ou 4 mi-ré-mi de trop. Parfois, je fais des mi-ré-mi de trop. Là, j'ai peur de ça. Voilà. En gros, c'est ça le morceau. Désolé, c'est marqué Anne-Alexion. Ouais, exactement, vous verrez sur la partition. Ici, c'est marqué Anne-Alexis, ça doit vouloir dire. Donc je suis un âne. Ouais, De mal avoir tourné la page, je c'est ça. pense. Sauf que c'est pas du tout, apparemment, c'est pas du tout de. C'est peut-être. Alors, Hummel, ce qui est marrant, vous voyez ici,
Hummel, je crois que c'est avec lui que s'est mariée Thérèse de 18 ans. C'est un autre compositeur qui était le rival de Beethoven. Et c'est avec elle. Alors là, le pire, c'est marqué Alexis. Donc vous voyez, il y a peut-être un lien complotiste entre Alexis, Hummel, Beethoven. Et la maîtresse pourquoi de Beethoven. Pourquoi on fait cette vidéo? Toi, en plus, ça fait un visage. Illuminati, un triangle, et puis c'est bon. C'est ça, c'est un truc de fou. Donc, voilà. C'est parti. Donc, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas un super son de piano ici, mais on a fait ce qu'on a pu. Il y avait quelques petites fausses notes écart, mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était joli? Super, parfait. Bravo. Remercie Beethoven. Bravo. Et l'interprète, et la sonorité et tout. C'était joli. Beethoven, il ne pouvait pas lui dire. Du coup, c'est parti. Donc, la structure du morceau est une structure en rondo. Je vous l'écris. Je crois bien que ça écrit comme ça. En italien, il y a une autre version qui peut être francisée. Rondo, EAU. En rondo, ça veut dire quoi? En fait, c'est l'ancêtre de la structure en couplet-refrain. C'est vraiment l'ancêtre de la chanson telle qu'on la connaît à notre époque, couplet-refrain. Pourquoi? Ça va être une structure qu'on va appeler, je vais vous le faire ici, qu'on va noter, par exemple, avec une partie A, qui serait donc le thème. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, donc on va revenir en arrière. Donc la partie A, qui est donc le thème, mi, ré, mi, ré, mi, si, ré, do, la, etc. Suivi d'une partie B, vous verrez tout ça après. Et donc on revient au A. Donc le A serait le refrain. Hein. Donc, A, couplet ici, et refrain. Et puis après nous avons une partie C, et retour au refrain. Et une partie D, je crois qu'il y a même un D, et au refrain. Voilà, donc c'est vraiment abacada, ce qui ne veut rien dire. Mais en tout cas, c'est la structure en rondo, qui est donc couplet-refrain, en fait, tout simplement. On pourrait l'appeler comme ça. On va donc la voir tout de suite en détail. La structure du couplet, du refrain, tout le monde la connaît. Je pense que tout le monde la connaît même trop. Ça commence à saouler. Mais d'ailleurs, on ne soupçonne pas les parties qui suivent. La plupart des gens ne les connaissent pas. Donc, bien sûr, c'est la partie couplet. La partie refrain, fait donc tout. Excusez-moi, on va refaire ça. Elle fait donc tout ça. Voilà. Donc là, on a le grand refrain. Voilà. Ça, c'est le A. Ça, c'est le A. Donc ça, c'est le A. On va l'écrire ici. Hein, on ne va pas confondre avec l'accord, donc on va l'écrire ailleurs. Donc ça, c'est le A. Voilà, vous voyez ici. Donc cette grande structure ici, qui fait donc, comme on l'a pu voir dans la précédente vidéo, certainement une carrure de 16 mesures. Si on enlève, j'espère que vous avez retenu la précédente vidéo, ici l'anacrouse. Si vous n'avez pas vu la précédente, regardez là. L'anacrouse, qui est donc le fait de commencer, comme on le voit ici, avant la première mesure, c'est-à-dire qu'une mesure qui ne sera pas complète. On n'a qu'un seul temps ici. On va parler des temps après. On a une structure en 3/8, on verra ça après. Ici. Donc, une structure à 3/8, c'est une structure à 3 temps, une mesure à 3 temps. Et donc ici, on voit bien qu'on commence seulement sur le troisième temps, qui est ici. Et on verra ça en détail après. Donc, refrain, donc le A. Ensuite, on a une partie B, celle-ci là que j'ai fait... etc., qui est assez courte. Hein. On pourrait l'appeler comme une grande partie B, qui irait d'ici à page suivante jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est la partie B. Donc, on revient à la page précédente et on va écrire un grand B ici. Puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez compris, on retourne au A, le fameux... Avec un petit suspense, là, ce truc... C'est plus qu'un peu comment changer de doigt, c'est écrit. Bon, parce que comme vous le voyez ici, on va passer de la main gauche à la main droite, à la main gauche pour revenir à la main droite, ce qui peut créer un peu ce diminuendo et poco ritardendo, qui veut dire diminuer et ralentir un peu. On peut s'aider un peu en changeant de main, ça aide un peu à ralentir. Donc, on revient au refrain. Donc, hop, je vous nettoie un peu tout ça. On revient au refrain, qui est donc, hop, là, et qui va jusque... bien sûr, il fait encore 16 mesures. Et jusque là. Donc, on a un grand refrain ici. Hop, un A à nouveau. Désolé pour l'écriture. Voilà, c'est pas mieux, c'est pas grave. Donc, le refrain qui revient. Et puis, bien sûr, cette partie un peu dramatique. Avec un ostinato ici. Ça veut dire une note obstinée, une basse obstinée. On verra ça après aussi. Qui se répète. Et d'ailleurs, c'est ici, pardon. Et donc, on a ce truc avec un accord diminué. Tierce mineur, tierce mineur, tierce mineur. Voilà, ça c'est une autre partie, plus dramatique, qui, donc on va l'appeler, comment? Eh bien c'est
Voilà, c'est ici et elle va aller jusque là. On peut même dire d'ailleurs, pardon, qu'elle va aller jusqu'ici. Voilà, elle va aller jusqu'ici en fait, et une grande partie en 16 mesures. Voilà, et donc on va la faire ici. Voilà, le grand C est donc ici. Pardon pour la taille. Donc, mais c'est pas la taille qui compte. Donc ici, ensuite, nous avons bien sûr le A, évidemment, logiquement, qui finit, qui conclut le thème principal. Voilà. Donc on a le abacadabra. Voilà, on pourrait l'appeler abacadabra. Alors combien de parties d'ailleurs? On a un C, donc on fait c'est A, B, A, C, A, et puis on n'a pas de DA, donc on va l'enlever. Voilà, abaca. Voilà, mais c'est un rondeau, voilà, tout simplement. Alors, nous allons voir maintenant comment est structuré le morceau, comment il est composé, quels sont les éléments qui le composent, les grands principes qu'on trouve dans la musique, dans la composition de la musique classique et pré-romantique. On dit que Beethoven est la charnière entre le classicisme et le romantisme. Et c'est lui qui fait la charnière, c'est ce qu'on a l'habitude de dire en histoire de la musique. Et donc, on a des éléments ici de musique classique, de structure de musique, qu'on va étudier dès maintenant. Alors, je vais peut-être effacer un peu mes histoires de structure. Simplement, d'abord, il y a ce thème ici en chromatisme, hein, ce motif ici, qui est un motif qui va être redondant, mais qui va certainement être la cause de cette descente chromatique qu'on a ici à la fin. C'est le demi-ton qui descend. Voilà, parce qu'ils amènent à ça. Avant d'avoir ce chromatisme, ça nous a amené à ça certainement. Bon, là je digresse, on revient au début. Alors, simplement, on a le thème avec une mélodie accompagnée d'arpèges en fait. En fait, si vous voulez, l'accompagnement est particulier parce qu'il se fait en réalité, il n'y a pas de jonction réelle entre ce qui est la mélodie et ce qui est l'accompagnement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la mélodie, ici, vous avez un accord complet, qui est d'ailleurs écrit ici, La mineur. La, mi, la, do, mi, la. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on n'a pas de frontière réelle entre un accompagnement qui pourrait être ça, main gauche, et la mélodie. Donc, est-ce que la mélodie commence ici? Là, j'ai fait la deuxième mesure, ici. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est... On ne sait pas vraiment si ça, c'est de la mélodie ou de l'accompagnement. Donc, il y a vraiment une jonction des deux ici. Et ce qui est intéressant pour le fait de le jouer. C'est typiquement, si je fais... Ou alors, je peux considérer que je continue vraiment l'accompagnement dans la main droite et que c'est un élément de la mélodie. Pardon. Voilà, en accentuant sur mon pouce sur cette note-là, je comprends qu'en fait, que c'est un élément et de l'accompagnement et de la mélodie. Cette charnière un peu du do, du mi, du pouce ici. À chaque fois, on a un élément qui est entre les deux, qui aide vraiment à interpréter le morceau. Voilà, je fais du retard sur le do, etc. Voilà, c'est à comprendre ça. Beethoven s'amuse beaucoup dans ses compositions à déstructurer la manière d'écouter la musique et la manière d'avoir des choses redondantes, des ostinatos, c'est des choses obstinées qui reviennent, etc. Beethoven est vraiment déstructure beaucoup tout ça et s'en fout un peu, et c'est son inspiration qui le guide. Alors, revenons à nos moutons. Donc, plus précisément, une chose beaucoup plus simple ici. On a donc un thème avec un antécédent, c'est-à-dire, on appelle ça comme ça, c'est la question qui va être posée avant d'être répondue. Autrement dit, ici, on a l'antécédent, c'est-à-dire mi, ré, mi, si, ré, do, la, do, mi, la, si, mi, sol, si, do. Ça, c'est la grande question, pardon. C'est ce qu'on appelle un antécédent. Ça veut dire qu'ici, on a comme une chose qui va être annoncée, une question, et qui va être répondue. On y va, je fais l'antécédent, que je viens d'entourer. On voit bien ici qu'on a un suspens, ici. Et donc, on appelle ça l'antécédent. Je l'ai écrit ici, antécédent. Voilà, bref, c'est bien écrit. Donc ça, c'est l'antécédent. Et bien sûr, il va faire suite à la réponse, qui est ici, et qu'on appelle en musique classique, en structure, le conséquent. Voilà, antécédent. Et la suite, c'est la conséquence. Moi, j'aime bien appeler ça question-réponse. Ça se trouve très souvent dans la musique. Donc la réponse... Ça, c'est le conséquent. C'est la deuxième partie. Donc voilà, ça vous apprend comment on appelle ce genre de choses. Conséquent. Voilà, ici, conséquent, et là, antécédent.
Donc voilà, donc ça c'est le grand truc du thème. On peut dire que c'est la partie principale du refrain, du A, hein, du A qu'on a dans le rondo. Et ensuite, il y a un développement, la deuxième partie de ce refrain, qui est donc ici, hein, que donc on peut appeler A, et celui-là on peut l'appeler A', donc ici, là. Voilà, c'est la suite du refrain, avec une partie en Do majeur, on verra ça plus tard. Pardon. Voilà, ça c'est... Puis avec cette transition avec tous les mi ici. Donc ça c'est la partie A', on peut l'appeler comme ça, ici. Et cette partie-là a une particularité en composition, c'est que, regardez bien la main droite. Si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do, si. Donc, je vais la mettre pour poser l'entier. Bah, vous avez tout en entier en fait. Ici, donc je viens de jouer ça avec le si qui suit la mesure suivante. Et donc je vous le refais. Regardez bien. Sol, fa, mi, ré. Je prends ce même motif. Sol, fa, mi, ré. Je vais descendre un ton. Fa, mi, ré, do. Je descends d'une note. Donc on a Sol, Fa, septième, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sol, Fa, Mi, Ré, je reprends le motif, un ton en dessous, et un demi-ton en dessous, enfin je descends la gamme. Voilà, autrement dit, on pourrait continuer comme ça. Ou plutôt en La mineur, avec le Sol dièse. Bref, on voit bien ici qu'on a un motif qui se répète, et qui descend, et simplement qui ne bouge pas. On descend. Ça s'appelle un motif en Rosalie, c'est-à-dire qu'on va prendre ce motif-là et on le décalque. On le décalque un ton en dessous, un ton en dessous, un ton en dessous. Ça s'appelle un motif en Rosalie. On veut l'écrire aussi. Alors, ce sont des termes un peu spécifiques. Hein. Rosalie, R-O-S-A-L-I-E. Voilà, c'est bien de le savoir, ça ne change pas grand-chose, mais on retrouve des choses comme ça dans la musique souvent. Si j'ai un exemple qui me vient, je vous le montrerai. Il n'y a pas dans Les Feuilles Mortes? Les Feuilles Mortes, c'est un peu comme ça, non? Si, c'est vrai. Juste le thème, ouais. C'est simplement le thème. C'est vrai, effectivement. Pardon. Je fais d'oreille, évidemment. Je fais d'oreille, effectivement. Bravo, Hugo. Il y a une Rosalie dans Les Feuilles Mortes. J'ai gagné quoi? Je sais pas, une feuille morte. Ouais. On peut voir dehors si on en trouve une. Super. Donc, effectivement, c'était ça dans Les Feuilles Mortes. Ah, bravo, une Rosalie. Comme quoi, ça se retrouve partout. Hein. Alors, bon, voilà, vous avez compris. Donc, pour résumer, si je nettoie un peu mon bordel, on a antécédent conséquent, on va garder. Alors, on va enlever les traits. La Rosalie, on va garder. Voilà, donc, si on résume, on a un antécédent, un conséquent. Tout ça, ça fait la grande partie A. Ensuite, ici, on a A' avec sa Rosalie. Ce motif, en Rosalie ici, etc. Donc ça, c'est pas de la Rosalie. Ça, voilà. Qui descend note par note. Et puis, cette grande transition ici, avec des mi en octave, qui vont s'envoler avant de revenir au chromatisme du A. Voilà. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Avec donc cette partie... Pardon, c'est pas ça. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, etc. Et après, on a le thème qui revient avec les mains, etc. On revient ici, etc. Donc, le refrain revient ici. Donc, la partie A revient ici. Voilà. Jusque-là. Et on n'a que le A'. On n'a que le A, on n'a pas le A'. Donc, je vais l'écrire sans A'. Voilà. Que le thème en La mineur sans la Rosalie. Très bien. Et puis ensuite, on a une deuxième partie. Alors, cette partie-là commence ici. Alors, elle change bien d'ambiance. Hein. Elle est majeure, déjà, pour commencer. Et elle va aller avec une partie, on va l'appeler B, et une partie B' qui commence ici. Donc, du coup, la partie B, alors intéressante parce qu'elle utilise un principe en musique classique qu'on utilise beaucoup, qui est la basse d'Alberti. Alors, elle commence ici. Hein. Alors
Alors c'est ce qu'on appelle un morceau plutôt galant. C'est dans le style galant, ce côté un peu majeur, joli. Voilà, on va compenser le côté un peu mineur et un peu pas forcément très très joyeux de la première partie. Et donc ce que j'appelle la base d'Alberti, cette grande partie est en fa majeur, hein, on le verra après, la partie B. Ce que j'appelle la base d'Alberti, c'est ça. C'est ça là. Ça c'est typique de la musique classique au piano, et même pas forcément qu'au piano d'ailleurs, on en a dans les œuvres de musique de chambre, comme les quatuors, etc. Et en fait, c'est cette main gauche qui va dérouler un accord. En l'occurrence là, on a autre chose. Cette partie de dérouler un accord arpégé, simplement. On l'a aussi dans... etc. Donc là, on a ça aussi. Alors, on a dans plein de choses, on retrouve ça très souvent. Ça s'appelle une base d'Alberti, comme le... Alors je sais pas, il faudrait regarder sur internet. Albert ou Albert? Alberti. Albert. Okay. Albert en italien, ou des Albert plutôt. Ouais. Et c'était le nom d'un gars, hein, Alberti. Faudrait chercher pourquoi. D'ailleurs, j'ai pas écrit comme il faut. C'est un L. Voilà. Donc, voilà, base d'Alberti. Avec un thème dans le style galant, on appelle ça. Hein, c'est avec quelques ornements ici, etc. Des trilles, etc. On a ici encore un ornement ici. Voilà, là, celui-là, ça c'est le fait de tourner autour de la note. Ah d'accord. On a un Do, et on monte, et on descend, et on revient à Do. D'accord, Voilà. sur la gamme du coup. Exactement. Oui, plutôt dans la tonalité de la gamme, ouais. Et ça c'est libre en fait finalement. Ça, c'est assez libre, mais celui-là, on l'écrit comme ça, il se fait en général comme ça. On peut très bien s'amuser à faire un tri. Par exemple ça, mais en principe, c'est ça. Ici, on a une note, on a une petite note aussi. Ici d'ornement, ce petit truc là. Voilà, typique du style un peu galant. Voilà. Et puis on a le B' qui s'énerve un peu. Enfin, ça reste très majeur et très joyeux, mais qui s'excite un peu. Etc. Et ça voilà, qui va assez vite. Hein, si on est dans le tempo, si on regarde bien le tempo de morceau, ça peut aller assez vite. Voilà, avec quelque chose qui déroule la gamme ici. Voilà, en descente. Et puis ça reprend. Le B' recommence ici, jusque là. Pour débarquer à nouveau sur le thème et le chromatisme ici. Est-ce que voilà. Ici le mi, fa, mi, ré, mi, si, mi, ré, mi, etc. Avec un petit suspense. Voilà, etc. Donc ça, voilà. Ça, c'est la partie A qui reprend, donc le refrain. On est d'accord? Qui va donc, on l'a dit, jusqu'ici, là, juste avant d'arriver au C. Alors le C, c'est cette partie un peu beaucoup plus dramatique. Alors là, je vous ai employé un terme tout à l'heure qui est le terme à la main gauche d'ostinato ou de basse obstinée. C'est le fait. Alors, un ostinato, c'est plus un motif qui va être ostinato. Si vous écoutez la BO du film Kaamelott, il y a l'ostinato qu'on retrouve dans tout Kaamelott au cuivre et qu'on trouve dans quasiment tout l'album. Là, c'est plus un motif mélodique. Là, c'est plus une note obstinée à la main gauche. On peut l'appeler aussi une pédale de La. Ça s'appelle aussi comme ça. C'est le fait d'avoir. Voilà. Ici, là, cette note qui se répète ici, et ici, et ici, etc. à la main gauche. Qui se développe ici avec une quinte. Là, une quinte diminuée. Là, la quarte. Une tierce. J'espère que vous arrivez à lire. L'octave, et on retourne sur des La. Ici. Donc, en gros, ce La qui est tout le temps présent quasiment. Sur lequel vont se développer. La pédale est très utile ici parce qu'elle va pouvoir développer un peu les accords. Ou pas, on peut enlever la pédale aussi. On a, voilà, cette basse obstinée. Et tu joues avec 3 doigts? Oui, alors, en piano, quand on a une note qui se répète, on va éviter de jouer toujours avec les mêmes doigts quand on peut, parce que simplement pour plusieurs raisons. Déjà pour pas se faire mal aux muscles, c'est pas naturel de faire le même mouvement tout le temps. Ensuite pour gagner en rapidité, parce que là c'est moins rapide. On le voit bien ici. C'est plus rapide que... Puis là ça me contracte beaucoup les muscles et ça va contracter. Et donc en contractant, on est moins détendu et du coup on est moins pianistique, on est moins musicien parce qu'on se contracte les muscles. Donc voilà, ça. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ça se travaille, hein, enfin.
peut aussi le faire à deux doigts. Donc dans le Hanon, l'exercice, il y avait un exercice comme ça dans le Dans un Hanon, ouais. Ah oui. Il est bien utile pour ça, du coup. Voilà. parce que, Euh, pour le coup. ouais, c'est ça. Donc c'est le fait de... on le voit bien d'ailleurs ici, c'est écrit, d'ailleurs, je l'avais même pas vu, mais là c'est écrit 3-2-1. 3-2-1 ici, voilà. C'est même écrit ici aussi. Donc voilà, c'est quand on a une note qui se répète, on va essayer de changer de doigt pour pas rentrer dans le mécanisme, dans quelque chose de mécanique et qui se durcit. Ne voyez pas de mauvaise image. Alors, donc, ensuite, on a donc ce thème. Donc, on va un peu nettoyer tout ça. Le C, avec des accords, hein, commence par un accord diminué qui met tout de suite dans l'ambiance dramatique, ici. Un peu, on pourrait dire ça dramatique si on veut, etc. Donc, ensuite, ce C continue. On développera ensuite comment il se construit harmoniquement. Il est intéressant. Voilà. Qui se développe ensuite jusque là. Et là, on a le La mineur, avec un accord de Mi ici, de Mi 7 ici, on verra ça après, qui donc est la demi-cadence, le 5e degré, qui nous amène à un arpège en La mineur, ici, qui monte, avec un accord de La mineur bien identifiable ici, ici, donc, et puis qui monte jusqu'à ce chromatisme là, qui descend, et qui nous amène au chromatisme du thème. Donc, etc. Donc ça, c'est voilà. Et puis ensuite le A qui revient. Voilà, et qui finit le morceau de manière très simple avec un accord de La mineur. Juste. Voilà, tout simplement. Morendo, ici, ça veut dire en mourant en italien. Tout simplement. Donc. Voilà. Donc ça, c'est voilà. On trouve ça pas mal après dans la musique romantique, ce truc en mourant. C'est la même ambiance. Donc du coup, voilà. Alors, ça c'était la structure du morceau. Vous l'avez. Je vais la nettoyer un peu et on va ensuite parler donc des accords.